Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mon PEA. Après 6 ans d'investissement, que ça passe vite. Donc je vais vous montrer la stratégie que j'ai mis en place, les ajustements que j'ai faits, un certain nombre de choses qui vont vraiment vous aider à piloter vos investissements comme un chef au sein de cette enveloppe fiscale. Donc, le PEA, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur d'autres vidéos, mais pour celles et ceux qui, dont le terme est inconnu, un petit rappel s'impose. Donc, le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'acheter des actions comme Vinci, LVMH, Total Energy, Carrefour. Bon, faut pas l'acheter Carrefour, hein, entre nous, mais c'est une action qui est disponible dans le cadre du PEA. On peut aussi acheter des ETF qui répliquent la performance des indices boursiers. Donc, c'est des paniers d'actions diversifiés qui sont mis, qui sont rééquilibrés automatiquement en fonction des capitalisations. Donc, le DAX 40, le CAC 40, le S&P 500, le FTSE et j'en passe. Et vous pouvez aussi acheter des parts de fonds d'investissement gérés par des personnes physiques, ce qu'on appelle des gérants actifs. Donc, ce sont des personnes qui vont elles-mêmes composer un portefeuille d'actions ou d'obligations qui vont délivrer une certaine performance qui est, heu, dans 90 des cas, inférieure à ce que pourrait faire un ETF CAC 40 ou S&P 500 et en échange de ça, de cette super, sous-performance eh bien, vous allez payer des frais de gestion, des frais d'arbitrage, des frais de sortie, des frais, d'entrée. Ça, c'est un investissement, c'est, une classe d'actifs que je ne vous recommande absolument pas. Préférez plutôt les actions et ETF si vous investissez en bourse. Le seul, voilà, le seul petit bémol, c'est qu'il faut le faire soi-même, donc être, bien armé psychologiquement et avoir un petit bagage, technique, c'est-à-dire de l'analyse fondamentale surtout, graphique, oui graphique, oui, on peut regarder les moyennes mobiles pour voir les tendances, mais le fait est qu'il faut, le faire seul. Il faut réaliser ses investissements seul, comme si vous alliez à la rivière avec une canne à pêche. Bien, tu prépares ton hameçon, tu prépares ta ligne, des petites boulettes pour attirer les poissons et tu peux pêcher tranquillou, plutôt que demander à quelqu'un de le pêcher à ta place, hein. Tu sais pas s'il va pêcher les bons poissons, tu sais pas si tu aurais attrapé plus de poissons que lui, si tu étais allé à sa place. Donc faites-le vraiment vous-même les amis et vous serez très contents, surtout que ce n'est pas, très compliqué en soi, une fois qu'on a l'habitude et qu'on sait ce qu'on fait, on a le plan sur 20-30 ans. Avantage fiscal du PEA, exonération d'IR, d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans. Donc au lieu de vous prendre, les 30 de flat tax, au bout de 5 ans de détention de PEA, sans avoir fait de retrait, vous ne payez pas l'IR et donc ça ramène à une imposition à 17,2. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une niche fiscale, mais pour moi, une niche fiscale, c'est quand tu payes 5 d'impôts. C'est pas 17,2. Si tu fais une plus-value de 100 000, l'État te prend quand même 17 000 €. Ouais, on a vu mieux quand même dans l'histoire, de l'optimisation fiscale. Les raisons de ce PEA, alors là, je vais rentrer un peu dans le perso, mais j'ai commencé à m'intéresser à la bourse quand j'étais en école de commerce. Option, dites-vous, hein, option finance d'entreprise et marché. Donc en master grande école de l'école de commerce. Donc on voyait certains cours, de contrôle de gestion, de fiscalité, de comptabilité et même un cours sur les marchés financiers. Et devinez quoi? Et ça, j'en parle dans mon livre, hein. Il y a des petites anecdotes marrantes à ce sujet-là. J'ai jamais entendu parler de PEA dans aucun des cours, de marché financier. Alors dites-vous quand même que c'est un module qui a duré, c'était quoi? C'était, 20-25 heures de cours sur un trimestre et à aucun moment on nous parle de PEA, d'actions individuelles, d'ETF, de fonds d'investissement. Donc, vous le simple fait de regarder cette vidéo, vous exempte de suivre un master dans ce cursus, hein. Donc, vous gagnerez du temps et en plus de l'argent. Vous n'allez pas payer les 15 000 balles, de master. Mais le fait est que dans le cours de marché financier, on voyait, de la théorie, quoi. C'est de la théorie, donc on calculait des rendements hypothétiques d'obligations sur 10 ans. Il y avait une petite partie, théorique sur le fonctionnement des marchés financiers, à quoi ça sert et compagnie. Mais ça encore, c'est du savoir que vous pouvez acquérir sur internet, hein. Tu regardes, tu tapes sur YouTube, «Qu'est-ce que la bourse?» Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos là-dessus et franchement, bon,
18-20 heures de cours sur ça, c'est une énorme perte de temps. De nos jours, l'investissement, c'est pas quelque chose qui est uniquement réservé à des personnes qui ont fait des études dans ce domaine. Moi, j'en suis la preuve. Tout le monde peut vraiment s'éduquer à ce niveau-là. Donc, j'étais resté sur ma faim et vu que je suis un peu curieux, j'ai commencé à regarder comment dire, essayer de trouver des livres qui en parlent. Et le livre qui en parlait le mieux, c'était La bourse pour les nuls où c'est un livre qui, qui explique le fonctionnement des marchés financiers, les différentes stratégies possibles, comment est-ce que tu gagnes de l'argent surtout. Ça, on ne nous a pas parlé dans le cours à l'école de management. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent, donc avec les plus-values, les dividendes. Donc, c'était assez complet et c'était plus efficace de lire ce livre entre 18 et 20 heures plutôt que de s'asseoir à une chaise, suivre le cours et en plus de devoir réviser pour des partiels. Deuxième raison de ce PEA, c'est que j'avais pas beaucoup d'intérêt pour les métiers, pour les débouchés de la formation. C'est-à-dire que la plupart du temps, même dans 99% des cas, quand tu fais école de management, tu finis dans une entreprise plus ou moins grande. Tu peux être chez Total, chez Vinci, ou bien dans des petites startups, mais cet environnement me plaisait pas forcément, voire même pas du tout. J'avais fait quelques stages professionnels et le fait d'avoir des horaires fixes, un salaire fixe, eh bien, ça ne m'excitait pas trop. Et aussi, surtout, le fait de ne pas choisir ses collègues. Alors, t'en avais dans les stages, ils étaient plutôt sympas, mais d'autres absolument relous. Ils étaient plaques de merde à longueur de journée. Donc, je me suis dit, on va plutôt essayer d'éviter ce schéma et c'est pour cette raison que j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu'entraîneur de tennis que je fais depuis 4 ans maintenant et j'en suis très satisfait. Donc le PEA, c'est plus, c'est un outil, l'argent qui est sur ce PEA, c'est un outil de liberté, quelque chose qui me permet d'exercer le métier que j'ai envie de faire et pas de me dire, «Oui, non, il me faut le CDI à 2 200 € pour pouvoir acheter ma résidence principale et partir à la retraite à 64 ans, si j'ai validé tous mes trimestres, ah ça sera vraiment super». Non, non, mais j'ai choisi une autre voie et c'est pour ces raisons que je me suis intéressé à l'investissement très, très, très tôt. Quand j'avais, il me semble, hein, c'était à la fin de la vingtaine, j'avais pas encore de poils, j'avais pas encore de barbe, hein, dites-vous, hein. Très content d'avoir lu ce livre et ça, c'est un conseil que je peux vous prodiguer. Si vous avez 18, 20, 25, 30 ans, n'attendez pas. Ne vous dites pas: «Oui, je le ferai demain, je le ferai dans un an, quand j'aurai plus d'argent». C'est des choses que j'entends régulièrement quand on me demande, ce que je fais dans l'investissement. C'est: «Oui, j'ai pas encore assez d'argent, j'ai acheté ma résidence principale». Mais il y a jamais de moment idéal pour commencer. Commencer avec 50 €, verser 50 € par mois ou verser 75, peu importe en fonction de votre capacité d'épargne. Au lieu, par exemple, d'aller sur un restaurant, mettez-le sur le PEA. Mettez 50 € par-ci par-là et essayez d'être régulier sur la longueur. Et ouverture le 1er octobre 2018, je m'en rappelle, j'étais en cours de contrôle de gestion, ça me faisait chier, le prof était soporifique, mais tu même pas un point. Du coup, j'étais sur mon ordi, bah, le même que là en fait, hein, avec lequel je fais la vidéo et j'ai ouvert le PEA sur Bourse Direct, j'ai rempli les petites informations et j'ai fait un petit virement, il me semble que c'était 200 €, ce que j'avais gagné en donnant des cours de tennis et voilà, des petites économies que j'avais par-ci par-là et la première action que j'avais achetée, il me semble, c'était LVMH, elle était à 200 balles, un truc comme ça, donc plutôt une bonne affaire, on va dire, surtout au vu du cours actuel. Ça commence à dater et j'ai l'impression que c'était hier. Franchement, 6 ans, ça passe super vite, les amis. Donc si vous mettez en place la stratégie dès maintenant, que vous faites les choses sérieusement sur le PEA, que vous faites les choses intelligemment aussi, vous verrez que ça passe super vite et vous vous remercierez dans 5, 10, 15 ans de voir des gros montants sur cette enveloppe. Autre raison, les 2 autres raisons encore, hein, c'est préparer l'avenir. Heu, Vous allez peut-être vous identifier à moi. Moi, j'ai un métier, c'est pas un métier qu'on peut faire jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire que entraîneur de tennis, tu dois quand même te déplacer.
tu es debout assez longtemps quand même, hein. Il m'arrive d'être debout pendant 10 heures d'affilée et honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, après mes 50 ans. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à 50 ans, je le ferai à plus ou moins, comment dire? À plus haute dose, mais passé cet âge-là, je pense que, bah, je continuerai toujours à faire des vidéos YouTube, des coachings, écrire des livres, hein. Là, si j'ai écrit mon premier, peut-être un deuxième, un troisième, à voir. Mais c'est pas des métiers que tu peux faire très, très longtemps, jusqu'à tes 80 ans. Donc ce sera plus plutôt, je pense, un métier de conseil que je ferai. Conseiller en investissement, à mon avis, je pense que je m'orienterai vers ça, vers mes 45-50 ans. Je passerai les diplômes de l'AMF. Mais il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu travailles dans le bâtiment, que tu es carreleur, que tu es peintre, tu commences à 18 ans, eh bien, bon, faire encore, de la peinture ou du carrelage à 65 ans, 70 ans, pose-toi la question: «Est-ce que c'est faisable?» Est-ce que tu vas supporter de faire ça pendant 40-45 heures, la semaine? Et encore une fois, tu te remercieras à 50 ans avec, 500 000 €, 1 000 000 sur ton PEA, ça te laissera le choix. C'est ça l'objectif de l'argent, c'est pas de se la péter, d'acheter des Ferrari, des trucs hyper chers, de vouloir, de faire un concours de quéquette avec tout le monde. Le but, c'est de se laisser des possibilités, d'avoir le choix au moment venu et le choix, tu l'auras à 50 ans et tu te demanderas: «Est-ce que j'ai envie de poser du carrelage aujourd'hui ou est-ce que j'ai plutôt envie, bah, soit de rien faire, de faire des activités culturelles, sportives, voyager, hein, si tu aimes ça ou est-ce que tu as envie plutôt d'ouvrir un petit stand de café, dans ton village, un café dans ton village, ou je sais pas ce que tu peux faire, une chaîne YouTube à 50 ans, c'est possible et tout est possible. Donc préparer son avenir, c'est important, y réfléchir aujourd'hui aussi, sans vouloir essayer de tout planifier. Et enfin la dernière raison, c'est s'acheter des jours de congé. Ça, c'est très important parce que dans le PEA, comme je l'ai dit avant, vous pouvez acheter des actions individuelles. Il y a certaines actions individuelles qui vont vous verser de bons dividendes qui, à terme, peuvent devenir assez énormes. Donc, imaginez que vous recevez votre salaire mensuel, il est à 2 000 € net, que vous perceviez 4 000 € de dividendes, eh bien, ça vous permet, sur le papier, de vous acheter 2 mois de congé. 2 mois de congé, c'est plutôt pas mal. C'est comme les instits, certaines personnes de la fonction publique, ça fait du bien, ça permet de bien dormir et de se concentrer, de réfléchir un peu à ce qu'on va faire ou bien de ne pas réfléchir du tout, c'est très bien aussi. Parlons maintenant stratégie. La stratégie initiale, laquelle était-elle au début? Au début, bah, j'avoue que je savais pas trop ce que je faisais. C'était assez compliqué, et je me suis dit: «Bon, il faut que je puisse gagner de l'argent en dormant», parce que j'avais lu les livres de Warren Buffett et compagnie, j'avais lu quelques articles, j'étais assez fasciné par le bonhomme et je me suis orienté très naturellement vers des actions, françaises, qui versaient des dividendes. Donc j'avais des trucs comme Air Liquide, Total Energy, LVMH, L'Oréal et d'autres actions, un peu pourries quand même, hein, comme Casino je crois que Casino, si vous regardez le cours maintenant, je me demande même si l'action elle est pas en dessous des 5 €. En 2018, je me souviens, elle était à 35, un truc comme ça et elle versait un dividende de 9 il me semble, un dividende qu'ils ont fini par couper. Donc j'avais que des actions comme ça dans le seul et unique but de gagner, de percevoir des dividendes et il y a plusieurs problèmes qui sont arrivés. C'est-à-dire que la majeure partie des actions sous-performaient le S&P 500 et c'est qu'il y a 2 ans que j'ai compris le truc, hein, parce que les ETF, c'était pas encore super démocratisé, en 2018. On n'en parlait quasiment pas, peut-être dans des livres. Mais quand tu vois que tu as 10 actions individuelles et que tu en as 8 qui sous-performent le S&P 500, tu te poses la question très légitime: «Mais pourquoi est-ce que je me fais chier à diluer mon épargne, à mettre 200 € par-ci, 200 € par-là, à prendre des risques supplémentaires?» Parce que quand tu es investi sur une seule entreprise, c'est pas les 500 qui composent le SP 500. Pourquoi est-ce que je prends des risques pour, diluer mon épargne, payer plus de frais de courtage, quand je peux juste avoir une seule ligne du SP 500 et qui permet de niquer toutes les 8 actions? Donc la question s'est posée
Et c'est pour ça que j'ai procédé à certains changements qu'on verra après. Et enfin, au niveau des dividendes, là, on parle pas de performance, hein, les dividendes, ce qui est versé par l'entreprise, le bénéfice, eh bien, les petites actions françaises, on a une petite tendance gauchiste en France, hein. Donc, quand il y a un mouvement, quand il y a des mouvements sociaux, le Covid et compagnie, on demande aux entreprises de couper, leurs dividendes ou de le réduire pour leurs actionnaires. Ou bien, si c'est pas l'État qui le fait, c'est l'entreprise d'elle-même qui choisit de le faire parce qu'on n'est pas dans une culture de dividendes, on n'est pas dans une culture de l'actionnaire. L'État s'occupe de nous, enfin s'occuper de nous en nous versant des retraites à 1000 balles, j'appelle pas ça de s'occuper, mais bon, voilà, chacun a son avis là-dessus. Peut-être que vous partagez le même. Mais le fait est que les dividendes étaient trop instables, c'est-à-dire que sur l'entreprise Casino, tu pouvais recevoir la première année 3 euros par action et l'année d'après, tu en recevais 1, quoi. Donc, ça laissait pas vraiment de visibilité pour l'avenir. Et moi, j'aime bien savoir à peu près, hein. Je suis pas en train de regarder mon portefeuille tous les jours. Ça, j'ai appris à le faire d'ailleurs. Mais j'aime bien avoir une certaine visibilité sur le long terme pour voir à peu près combien je vais gagner et où est-ce que j'en suis dans mes objectifs. Et vous avez ici la composition de mon portefeuille au 12 août 2022. Donc ça fait quasiment 2 ans. À un moment, je tourne cette vidéo dans le 27 mai 2024. C'est très intéressant de revenir en arrière et de voir un peu comment est-ce que je composais mon portefeuille, sachant que là, j'avais déjà un peu changé la stratégie. J'investissais plus sur des trucs de merde. Mais qu'est-ce qu'on a? On a en première ligne, on a du LVMH, on a du Sartorius aussi. Bon, Sartorius qui a bien performé, j'en suis assez content. J'ai pas mis beaucoup dessus. Dassault Systèmes qui surperforme le S&P 500 de mémoire, mais dont les dividendes sont pas foufou. Essilor Luxitoca qui sous-performe le S&P 500. Total Energy, on verra après, pareil, sous-perf du S&P 500. EuroAPI, alors là, j'ai pas compris le truc, c'est pour ça que je l'ai vendu. Je savais pas ce que c'était. Enfin, c'était un, une division de la branche de Euronext. Donc, c'est un truc dans la santé, j'ai pas compris, je l'ai vendu. Moi, quand je comprends pas, moi, je vends, hein. Ou même, j'achète pas. Et un liquide, on le verra après, sous perf aussi du SP500. J'avais commencé à investir sur l'ETF Nasdaq. Donc là, ouais, c'est pas mal, une bonne performance à 3200. Vinci, bon, Vinci, c'est une très belle entreprise, je dis pas, mais en termes de dividendes, c'est très moyen. On peut pas se verser une rente de dividendes grâce à Vinci. Pernod Ricard, pareil. Euronext, pareil. Sanofi, pareil. L'Oréal, pas mal du tout. On verra après. Et j'avais commencé à investir sur le l'Ixor S&P 500. Donc, il y avait 346 euros à ce moment-là, pour une valorisation totale de 26 779 euros. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai pas fait de versement depuis, hein, donc les résultats que vous verrez après, c'est sans versement supplémentaire, hein. J'ai pas mis un seul euro de versement. Je me suis vraiment concentré sur le compte titre et sur le super projet de franchise de restauration. Mais vous avez un aperçu de ce qu'était le PEA il y a en 2022. Ensuite, donc, on revient un peu aux performances de Air Liquide. Air Liquide, je ne sais pas si vous arrivez à voir, peut-être que le graphique il est un peu flou, vous me le direz dans les commentaires. Air Liquide, donc on a une performance de 82 sur 5 ans, alors que le S&P 500 fait 87 et c'est ce que je vous disais avant. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi se compliquer la vie en achetant des actions individuelles, regarder quand c'est le bon moment et compagnie, payer des frais de courtage, quand on peut être investi uniquement sur une seule ligne, donc le S&P 500, qui au passage fait mieux qu'Air Liquide, une performance supérieure à 5% sur 5 ans, c'est pas énorme, mais au vu de la charge émotionnelle que ça enlève, du travail de recherche, ça vaut très largement le coup. Pareil pour Total Energy, hein, la plupart des investisseurs, mais je pense que 95% des investisseurs qui investissent sur Total Energy le font principalement pour le dividende. Donc là, en termes de dividendes, c'est pas mal, je dis pas, c'est 4,46% le rendement. C'est-à-dire que tu mets 100 000, tu as 4 000 euros de dividendes. Ça peut t'acheter tes 2 mois de vacances, mais en termes de croissance de dividendes, sur 5 ans, en moyenne, on est à 1,87%. C'est en dessous de l'inflation. L'inflation, en moyenne, on va dire que c'est 2%, même si elle était supérieure en 2023. 2024, on était à 4-5%, il me semble. C'est inférieur. Donc, au final, ça n'a aucun intérêt. Et il y a d'autres actions, notamment américaines, qui proposent comment dire, des croissances de dividendes de l'ordre de 10, 12, 14, 16%. 16%. J'en ai une à 16%.
que normalement vous pouvez voir dans ma dernière vidéo, sur le compte titre, investir avec le compte titre intelligemment, ou bien c'est l'autre à mon avis. Donc, le fait est que on a un dividende qui stagne et ça ne permet pas, de réellement, s'enrichir et de se constituer une rente. Ensuite, alors là, c'est les champions du monde, hein. Là, c'est Mbappé, de la bourse Nexity que j'avais acheté comme un espèce d'abruti. Donc c'est très formateur, hein. Je l'avais acheté en 2022 à 17, revendu il y a pas longtemps à 11, donc une belle moins-value. Je crois que j'avais perdu 1000 balles dessus, un truc comme ça. Et je l'avais acheté principalement pour le dividende qui était à 16%. 16%, c'est un rendement qui est très élevé, un peu trop beau pour être vrai. Mais il y a certaines entreprises pareil qui sont cotées au S&P 500, qui font partie du S&P 500, qui proposent des rendements à 15-16%, mais qui sont beaucoup plus fiables que Nexity. Et Nexity, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le tour de force de couper leurs dividendes en 2023. Moi, alors j'attendais environ 600 € de dividendes en mai, que je n'ai pas eu. Ça aurait pu, on peut faire pas mal de choses avec 600 €. Ça permet d'acheter, de la nourriture, de l'essence, quelques restos pour l'été, c'est cool, pour mes vacances. Mais, le fait est qu'ils ont décidé de couper leurs dividendes. Donc ce type d'action, il ne faut pas l'avoir en portefeuille, il faut toujours avoir une visibilité, savoir à peu près combien vous allez gagner, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même sur 10 ans, on peut le faire, hein, très largement et éviter vraiment ces actions, pourries que j'ai vendues et que je ne rachèterai jamais. Parlons maintenant de la nouvelle stratégie en 2023 et je la décrirai en 2 mots, simplicité et performance. C'est-à-dire que maintenant, je m'embête plus à diluer, mon épargne sur plusieurs lignes. C'est-à-dire que j'investis à 50% sur un seul ETF, qui est le Lyxor S&P 500 non ESG. Je prends pas de trucs ESG. Pourquoi? Parce que j'estime que, il faut laisser comment dire? Le marché se faire par lui-même. C'est-à-dire que quand tu achètes le S&P 500, tu achètes les 500 plus grosses capitalisations boursières. Les 500 et celles qui ont la plus grosse valorisation, sans prendre en compte des critères très subjectifs comme, l'environnement, la gouvernance, le fait de mettre 50 de femmes et d'hommes au board, moi je trouve ça aberrant et je le dis, très fièrement. Heu, je ne suis pas misogyne, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre les personnes les plus performantes à ces postes. On va pas s'amuser à définir des quotas comme c'est le cas dans certaines universités. Seule la performance compte en fait, les compétences des dirigeants. Donc, moi je m'en fous qu'il y ait 99 de femmes et 1 d'hommes. Si elles sont effectivement meilleures que les hommes, pour gérer ça, il y a pas de souci. Mais, commencer à mettre des critères comme ça, pareil sur l'environnement, bon, c'est pas quelque chose qui m'excite et il faut savoir également que, les indices, si on prend l'indice ESG de Amundi, on n'a pas 500 entreprises dedans, mais on en a 200. Donc, et ça s'appelle toujours S&P 500. Donc je ne vois pas, l'intérêt, il y a même une petite tromperie à ce niveau-là, donc, mettez le S&P 200 et pas le S&P 500. Ensuite, 50% d'actions que je qualifie de parfaites, comme Ferrari, LVMH et L'Oréal. Là, vous allez me dire: «Oui, mais tu es concentré uniquement dans un domaine, d'activité». Mais c'est un domaine d'activité, si vous voulez, que moi je considère comme, imprenable, intouchable. Pourquoi? Parce que, c'est des entreprises qui proposent des produits de luxe et le luxe, eh bien, c'est directement en relation avec l'ego. L'être humain aura toujours envie, d'avoir, comment dire? De paraître plus riche que telle ou telle personne, d'avoir, la belle voiture pour impressionner les gonzesses et compagnie, acheter le petit sac Louis Vuitton à sa femme, les petites crèmes et tout. Donc je pense que c'est des business qui vont rester et c'est des business qui ont une forte résilience. On l'a vu pendant le covid, hein. Des boîtes comme LVMH, Ferrari et L'Oréal, elles ont continué à produire des bénéfices, à reverser des dividendes parce que c'est des secteurs non cycliques qui ne sont pas affectés par le pouvoir d'achat des ménages, par les taux d'intérêt. Les gens qui ont de l'argent pour une Ferrari, ils vont pas se dire: «Oh, j'ai perdu, 5 de pouvoir d'achat». La personne, elle a peut-être, 1 000 000, 10 millions à la banque et elle est pas sensible aux aléas économiques, au chômage et compagnie. Donc c'est des secteurs que moi j'aime bien et d'ailleurs, moi, c'est les seuls secteurs qui surperforment le S&P 500, du moins pour les actions éligibles au PEA.
Quand on regarde l'évolution du dividende, hein, c'est assez frappant et ce sont les plus grosses augmentations de ce que j'ai pu trouver des valeurs éligibles au PEA. Donc on a LVMH qui augmente son dividende de 10% en moyenne quand on prend toutes les augmentations sur 10 ans, L'Oréal de 10% et Ferrari de 18%. Donc je ne connais pas beaucoup de jobs où on est augmenté comme ça de 10% par an ou de 18 comme c'est le cas pour Ferrari. Mais c'est très intéressant et les performances sont au rendez-vous. C'est pour ça que je vous parlais de performances juste avant. Concernant les performances, heu, on a le S&P 500, vous voyez en haut à gauche, hein, le S&P 500 sur 5 ans, il est à 87%. LVMH à 131% en 5 ans, donc une grosse surperformance. Ferrari à 198% et L'Oréal qui a un peu baissé. Donc on est, sur une performance similaire au S&P 500. Donc là, c'est à surveiller. Ces 3 entreprises, je les ai en portefeuille, mais si L'Oréal, dans les 5 ans, elle ne produit pas de surperformance, j'allouerai soit sur un ETF, soit sur une entreprise qui propose qui offre des performances supérieures. Parce que comme je l'ai dit, hein, prendre du risque sur une action individuelle alors qu'on peut avoir la même performance sur un ETF, ça ne sert absolument à rien. Au niveau de la composition, 46%, donc quasiment la moitié, hein, sur une seule ligne, hein, ce que je vous disais avant. Le Lyxor S&P 500 éligible au PEA, LVMH qui représente 17% du portefeuille, L'Oréal 15% et Ferrari 7%. Alors, est-ce que c'est risqué? Le risque, c'est un grand mot. Ça dépend de vous, en fait, hein. Si vous dormez bien avec 3 actions et un ETF, hein, c'est parfait. Par contre, si vous voulez un peu plus de diversification, bah oui, peut-être acheter 2 actions individuelles de plus ou 3, 4. Mais encore une fois, il faut trouver les bonnes et au sein du PEA, il n'y en a pas énormément. Il me semble qu'il y a ASML Holding, il y a Novo Nordisk encore qui peuvent être pas mal, que je pourrais acheter dans les prochains temps. Mais ça dépend vraiment de votre tolérance au risque. Et vous pouvez aussi me dire, oui, les actions individuelles, j'ai du mal j'ai du mal à, comment dire, à accepter les baisses de 10-15%. Donc dans ce cas-là, allez sur un ETF S&P 500 et tout se passera bien pour vous. Donc au niveau des performances globales, j'ai investi un total de 20 200 €. 20 200 € depuis 2018, sachant que ce n'est pas l'outil principal que j'utilise pour investir, hein. C'est principalement du compte titre où je mets beaucoup d'épargne, mais 20 200 depuis 2018, ça représente combien environ? Ça fait peut-être ça fait peut-être 300 € par mois en lissé, quelque chose comme ça. La valeur du portefeuille est à 31 200 €. Donc 31 200 €, bon, c'est pas un montant qui est foufou, mais ça permet déjà de faire quelques trucs dans la vie. Donc ça peut constituer un apport, pour la résidence principale. Mais, dans notre cas, ce qui est important, c'est que c'est un bon capital de départ pour l'avenir, pour, l'horizon d'investissement que j'ai sur 20 ans. Ça permet vraiment d'enclencher la pompe à intérêt composé très rapidement. En termes de retrait, j'ai retiré 3 000 €, pas pour le dépenser bêtement. Il me semble que non, j'avais utilisé 1 500 € pour acheter ma nouvelle voiture. Donc là, vous voyez, hein, un cas typique, hein, de ce que peut apporter, l'argent, notamment le PEA. J'ai acheté une partie de ma voiture, j'avais un peu d'épargne, j'ai retiré 1 500 parce que j'avais un petit besoin. Donc retrait de 3 000 pour une plus-value totale de 14 200. Quand on additionne la performance du portefeuille et les retraits, ça fait 14 200. Donc 70% sur 6 ans, ça fait une performance de 11,6% par an, sachant que il n'était pas encore optimisé comme il est optimisé aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir dans les 5 prochaines années ce qui va se passer. Et encore une fois, 70% sur 20 200 €, bon, ça fait une petite plus-value totale de 14 200. Mais si vous investissez sérieusement, que vous avez un gros capital de départ de 100 000, 200, 300 000, là, ce ne sont pas du tout les mêmes résultats. À 300 000 €, tu fais une plus-value de 200 000. Ça te permet d'acheter 2 apparts dans des régions, dans des petites, des villes moyennes où ça te permet de constituer un gros apport pour acheter une maison. Donc, c'est pas négligeable du tout, surtout en 5-6 ans d'investissement. Et je me suis amusé à calculer la valeur, de ce PEA dans 20 ans.
Toujours avec ce capital initial de 31 000 €, des versements mensuels à 200, sachant que ça ne représente que 13 de ma capacité d'épargne, hein, le reste allant sur le compte titre, ou sur, l'épargne de précaution. Donc on arrive à un capital total, une valeur finale de 411 000 €, ce qui représente grosso modo 3 500 € par mois, hein, si on le laisse sur un S&P 500 et qu'on retire 10 par an. Bon, après il restera plus rien, on va cramer tout le capital, mais ça nous permettrait de générer une rente de 3 500 €. Sachant que j'ai besoin de 2 000 € pour vivre, peut-être 2 200 avec l'inflation dans 20 ans, je suis quasiment rentier, à 47 ans. Donc c'est plutôt pas mal et ça permettra, d'avoir des options et de réfléchir à ce que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie éphémère. Et c'est exactement ce que je vous disais, commencez tôt et vous verrez qu'à l'âge de 40, 45, 50 ans, vous aurez pas le couteau sous la gorge à vous dire, «Ah oui, putain, faut que je trouve un job, je viens de me faire virer, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, il faut que je paye les factures». Non, non, avec un capital de 400 000 €, je t'assure que tu as quelques mois pour réfléchir, hein. Pas besoin de t'inscrire à Pôle emploi, la bourse le fait pour toi. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions sur l'investissement, dans le PEA, si vous avez déjà investi, depuis combien de temps, quelles sont vos performances. Partagez avec la communauté, ça aide beaucoup de personnes. Moi, je réponds à tous les commentaires, je kiffe ça. Donc, je vous attends nombreux dans les commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les investisseurs.